Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Constantinople, devenu Istanbul, au mois de mai de l'an 1534. Il faut imaginer l'ancienne Byzance dans cette première moitié du XVIe siècle. Ça fait moins d'un siècle que la ville est passée dans le giron ottoman. Les églises sont devenues des mosquées, les clochers désormais se sont transformés en minarets, il y a des vendeurs d'icônes qui ont disparu, bien entendu. Les Corans ont remplacé la Bible à mesure que les Turcs seldjoukides s'installaient dans la nouvelle capitale ottomane. On a vu ce qui restait des Roumis, comme on dit, les Romains en turc, s'installer dans les quartiers nord de la capitale avec un changement complet. La ville n'est encore que Constantinople, elle deviendra officiellement Istanbul au début du XXe siècle seulement. En cette belle après-midi du mois de mai 1534, il fait un soleil magnifique. Ceux qui connaissent ce coin, la Corne d'Or, c'est absolument magnifique. Les miroitements du Bosphore. 3 vaisseaux approchent de la ville. Ce sont des navires qui battent pavillon français, car sur un d'entre eux se trouve, figurez-vous, un ambassadeur, le premier que le roi François est officiellement nommé auprès de la Sublime Porte. C'est une révolution considérable dans la diplomatie européenne, bien sûr. On peut dire que ça choque toute la chrétienté. François Ier n'est pas le premier à traiter avec un pays musulman. Par exemple, on sait que Venise commerçait déjà depuis très longtemps avec les musulmans, ou Charles Quint avait tenté de négocier avec la Perse un projet de guerre commune contre l'Empire ottoman, justement. Non. Ce qui choque derrière l'envoi d'un ambassadeur, c'est que la chrétienté, par ce fait même, comprend que le roi très chrétien, comme on l'appelle, le roi de France, a l'intention de passer des alliances sur le long terme avec les Ottomans, et notamment des alliances militaires, parce que le grand ennemi du roi de France, c'est Charles Quint. J'ai eu souvent l'occasion de vous parler de ça. C'est une obsession pour lui. Il est en difficulté avec les impériaux. C'est Habsbourg qui littéralement encercle le pays où le roi de France se considère empereur en son royaume. François Ier cherche donc à nouer des alliances qui pourraient un petit peu desserrer l'étau. Le pape s'arrache la tiare, si vous me passez l'expression, à l'idée que le roi très chrétien puisse ainsi s'allier avec les ennemis des catholiques d'Europe. C'est comme ça qu'en tout cas il voit les choses. François Ier essuie beaucoup de critiques, mais il estime ne pas avoir d'autre choix. Il faut dire que la voie, pendant sa captivité au lendemain de Pavie, cette voie avait été ouverte par sa propre mère, Louise de Savoie. Et le principe de réalité politique pousse François à ne pas considérer ces questions religieuses comme plus importantes que les questions politiques qui sont sous-tendues dans la situation. Sur un des navires qui se présente aujourd'hui en face de Constantinople se trouve un religieux qui par le passé a réalisé des missions diplomatiques, Jean de la Forêt. C'est lui qui a été désigné pour être donc l'ambassadeur du roi de France à Constantinople. Vous imaginez ça? Il est là sur le pont du navire regardant pour la première fois ces hauts murs magnifiques, comme tous les gens lettrés de France. Et évidemment, il a lu tout ce qu'on peut lire sur Byzance en général et sur les dernières heures chrétiennes de la cité en particulier. Depuis peu de chrétiens étrangers ont eu la chance de fouler cette terre, disons-le. Jean de la Forêt n'a malheureusement pas laissé de nombreux souvenirs écrits, mais on peut imaginer la crainte qui est la sienne à ce moment-là. 10 ans plus tôt, quand François Ier avait donc été fait prisonnier à Pavie, je vous le disais, sa mère, qui était régente, avait envoyé une ambassade pour demander l'aide de Soliman. Soliman le Magnifique, seulement l'ambassade s'était fait massacrer en route dans la région bosniaque et elle n'était jamais arrivée jusqu'à la Sublime Porte. Jean de la Forêt a bien tout ça en tête. Là, le contexte est différent. Soliman a donné son accord à l'accueil d'un ambassadeur français parce que désormais, il faut vous le dire, lui aussi a grand intérêt à s'allier avec le roi de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'année suivant l'arrivée de notre ambassadeur, un traité de capitulation est signé. On est donc en 1535. Elle est qualifiée d'alliance impie, union sacrilège de la fleur de lys et du croissant par le pape. Voilà comment, dans la chrétienté, et notamment au Vatican, on considère les choses. Le premier siège de Vienne par les Ottomans, c'était 6 ans plus tôt quand même. Il faut se remettre dans le contexte.
Les Français peuvent commercer avec tous les ports ottomans, mais ce qui intéresse avant tout François Ier, c'est la marine ottomane, avec à sa tête un homme que vous connaissez, Khayr-ad-Din Barberousse, le célèbre amiral de la marine ottomane. Les campagnes militaires vont se multiplier à deux, si je puis dire. Et quand François Ier attaque les Habsbourg sur la terre ferme, la flotte de Barberousse, maintenant, vient terroriser les impériaux sur les mers et sur les côtes. Et font des grandes razzias en embarquant avec eux beaucoup d'esclaves chrétiens. Les Ottomans sont fidèles aux engagements qu'ils ont pris avec la France, même si le roi de France, en échange, n'a pas tenu toutes ses promesses, lui. Mais vous savez que, ça aussi, j'ai eu l'occasion de vous en parler, avec François Ier, les promesses sont rarement tenues. En 1543, Barberousse quitte Constantinople. Je vous dis 1543, on est en mars 1543. Il a 130 galères, 30 000 hommes. Le voilà qui prend la direction des côtes françaises, de la Provence. François Ier a en effet demandé à l'amiral ottoman de harceler Gênes, parce qu'il a bien l'intention d'aller conquérir la Savoie. C'est toute sa vieille obsession, là aussi. Le 15 août, avec l'appui de la marine française, donc, les Ottomans bombardent la ville de Nice, qui appartient à la Savoie à l'époque. Le pape Paul III entre dans une colère que vous n'imaginez pas, et le jour de l'Assomption, il fulmine. Il faut quand même imaginer que le roi a choisi cette fête chrétienne pour voir les musulmans bombarder Nice, la chrétienne. Vous imaginez ? François Ier ne s'intéresse pas à cet aspect. Encore aujourd'hui à Nice, vous pouvez d'ailleurs aller voir un boulet de canon qui s'est encastré dans un mur et qui a été, dit-on, tiré par la flotte de Barberousse. Bref. Le siège de Nice est un semi-échec. Les Franco-Ottomans quittent la ville à la mi-septembre, quand le duc de Savoie et le gouverneur de Milan, qui sont alliés de Charles Quint, bien sûr, arrivent au large de Nice avec leur propre flotte. Et c'est comme ça qu'à la fin du mois de septembre 1543, François Ier en est amené à proposer à Barberousse de rester en Provence pour hiverner, avant de reprendre ensuite les campagnes au printemps 1544. Alors il faut trouver un port où on puisse abriter des centaines de galères, où elles puissent en tout cas mouiller, et dans lequel 30 000 hommes, les 30 000 hommes de Barberousse, vont pouvoir se reposer et se restaurer. François Ier fait écrire une lettre au consul de Toulon sur lequel vous pouvez lire ceci. Pour loger l'armée du dit sieur Barberousse au dit Toulon, il est nécessaire que les gens de Toulon de délager et vider la ville sous peine de la barre, c'est-à-dire de la corde, en cas de désobéissance. Ce que demande littéralement François Ier aux Toulonnais, c'est de quitter leur demeure le temps d'un hiver pour laisser la place aux Ottomans. Vous écoutez Radio Classique. Mais vous imaginez la stupeur des Toulonnais, donc en septembre 1543. Le roi vient carrément de leur faire demander de quitter non seulement leur maison, mais leur ville. Tout ça pour être remplacé pendant près de 6 mois par des Turcs. C'est assez invraisemblable, hein ? François Ier, entre-temps, a précisé dans une autre missive que, je cite, « Les Toulonnais devaient déguerpir ensemble leurs meubles et soies durant le temps que la dite armée et nation turquesque séjournerait dans leur ville. » Et il précisait au comte de Grignan qu'il devait accueillir le seigneur Barberousse envoyé au roi par le Grand Turc avec son armée turquesque consistant en 200 vaisseaux, tant galères galiotes fut équipée de Turcs de plusieurs qualités, entre autres le roi du Caire, gendre de Barberousse, et autres grands seigneurs, plus en nombre de 30 000 combattants. Je ris parce que c'est quand même pas un épisode banal. Le 29 septembre 1543, Toulon a donc été vidé de ses habitants, et voilà que 200 galères, les galères de Barberousse, entrent dans la rade. On voit ces grands navires, avec bien sûr de nombreuses rames sur les deux côtés, qui entrent dans le port de la petite ville toulonnaise à l'époque, parce que Toulon, c'est pas du tout la grande cité d'aujourd'hui. À l'époque, c'est 4500 habitants, on compte environ 1000 familles. C'est pour ça qu'on a réussi à les faire partir. Toulon est un port, mais c'est une ville majoritairement tournée vers la terre à l'époque, puisqu'on y pratique notamment la culture de l'olivier et de la vigne, bien sûr, sur les hauteurs. Les Toulonnais sont terrifiés par cette arrivée ottomane. Il y a quelques décennies avant l'accord militaire qui avait été passé, la ville avait craint, comme toutes les villes côtières, les razzias des troupes ottomanes. Et on décrivait sans pitié les procédés, bien sûr, des Turcs. Et voilà que désormais, c'est le roi de France qui leur demande de céder la place aux Turcs. C'est incroyable. Michel Verger-Franceschi vient de refaire paraître un ouvrage intitulé « Toulon, Port-Royal ». Et voici ce qu'il écrit.
Les consuls, firent bel accueil aux Turcs qui ne reçurent du roi que 84 000 quintaux de blé, alors qu'il leur en fallait plus de 193 000. Les Turcs étaient nombreux. 29 440 soldats, marins et esclaves, c'est 15 000 soldats et 15 000 rameurs. Les consuls les installèrent dans le faubourg du Portalet, bientôt couvert de tentes, puis de baraques de bois. Barberousse et les grands seigneurs de sa suite furent logés dans les plus belles maisons du port, mais la jeune épouse du vieux Barberousse demeura à bord de sa galère capitane pour éviter tout conflit entre Turcs et chrétiens. Seuls 10 chefs de famille toulonnais purent rester à l'intérieur de la ville pour y veiller au bien. Les autres devaient quitter la place avec femmes et enfants pour les villages voisins. Et il faut croire que dès le début, les Turcs se plaisent bien à Toulon. Il y a des manuscrits qui évoquent l'attrait considérable de cette ville. Voici ce qu'on peut lire. Cette ville était le siège du souverain des Francs, avec son vin sans griserie et ses fous sans affliction. J'adore cette expression. Les murs de la citadelle entouraient la cité et sur ses deux côtés coulaient 2 rivières. L'air y est tempéré, mais le vent souffle froid. Les arbres sont innombrables, qui portent oranges amères et citrons. Innombrables sont les fleurs sur chacun de ces arbres. Lorsque l'air de la roseraie est pleine de roses, les plaintes du rossignol emplissent les oreilles. Sans pareil dans les pays francs, ce lieu ensorcelle quiconque le voit. Cette ville sans défaut, adieu faites qu'elle s'emplisse de nos soldats. Les navires étaient devenus pareils à des champs de tulipes. Les drapeaux fêtaient l'été. Cette splendeur exaltait la mer, répandait l'agitation parmi les poissons. C'est dans cet appareil que le valeureux Pacha vint jeter l'ancre devant la belle ville de Toulon. Alors encore une fois, on a vidé une grande partie de la ville, presque tous les habitants sont partis, les soldats prennent donc possession des maisons. On raconte même que la cathédrale Notre-Dame de la Sette fut transformée en mosquée, c'est ce qui se dit en tout cas. On possède des manuscrits français qui évoquent Toulon sous présence ottomane, je cite « Quant à Barberousse, sa personne et son armée sont à Toulon, et à voir la ville, on dirait être à Constantinople, chacun faisant son métier et vendant marchandises turquesques avec grande police et justice, toujours écumant la mer, de fait que, ces jours passés, il a pris 7 galères et autres vaisseaux, dont il en a mis 2 enfants, venant d'Espagne pour quitter l'Italie, chargés de gens et de bon nombre d'argent, venant, comme l'on dit, de la partie du Portugal. » Pour quiconque se promène à Toulon à l'hiver 1543-1544, ce que vous avez sous les yeux, ce serait plutôt un quartier, ce serait plutôt un des faubourgs de Constantinople. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus les Toulonnais pendant ce temps-là ? Ils se sont installés tout autour, à Olioul, à La Valette, bien sûr, à la Seine. On s'entasse dans les petites villes voisines, et puis on monte le plus possible sur les hauteurs pour observer Toulon. Il faut bien dire que la ville n'a pas l'air de souffrir de dommages notables. Quand même, un jour, on voit des Turcs qui débarquent dans les champs, dans les oliveraies, dans les plantations d'oliviers, et un à un, ils viennent couper les oliviers. La vérité, c'est que le roi de France avait promis de la nourriture et du bois. La nourriture n'a pas été fournie dans les quantités promises, et surtout, le bois n'est jamais arrivé. Et manque de chance pour les Toulonnais, cet hiver est un des plus froids du siècle. Et on pense que les Turcs n'ont pas eu d'autre choix que de venir couper ces oliviers pour se réchauffer. Mais vous imaginez la tête des propriétaires et des Toulonnais, plus généralement, en voyant disparaître les oliviers comme ça sous leurs yeux. C'est terrible. Pour autant, il y a eu une seule confrontation entre un chrétien et des Turcs. C'est un paysan, on n'est pas très loin d'un lieu qui s'appelle Beausset, un paysan qui a tué 2 Turcs qui, semble-t-il, se seraient éloignés du centre de la ville pour venir rencontrer des demoiselles qui faisaient cruellement défaut, évidemment, à Toulon à ce moment-là. Ce paysan n'aurait pas supporté de les voir rôder de cette manière, et bref, il les a tués. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ça, personne ne le saura jamais. On a redécouvert le lendemain 2 cadavres nus avec leurs armes enterrées un peu plus loin. Barberousse n'avait aucun intérêt à attiser les tensions. On a, comme on dit, un peu étouffé l'affaire. Il y a eu une enquête, c'est vrai, qui a été menée par une commission composée d'un Français et d'un Turc.
et on a trouvé le responsable et on s'est contenté pendant un temps de l'enfermer dans la grosse tour. C'est seulement au début des années 1960 qu'on trouvera 2 magnifiques casques ottomans à l'endroit précis où les 2 soldats avaient été tués. Et ces casques à motifs floraux incrustés d'argent, ils sont très typiques bien sûr de ceux que portait l'armée de Barberousse. Alors revenons au XVIe siècle. À la fin de l'hiver, Barberousse, qui commence un petit peu à tourner en rond dans cette ville de Toulon, a bien l'intention de rentrer à Constantinople. Eh bien, je pense que ça faisait longtemps que les Provençaux n'avaient pas entendu une aussi bonne nouvelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. 23 mars 1544, ça y est, on a préparé les galères, tout le monde est remonté à bord, et voilà la flotte de Barberousse qui quitte le port de Toulon. Et on voit ces grands navires, toujours les rames déployées, qui évacuent la rade en grand ordre. La flotte de Barberousse est une chose assez extraordinaire. L'hivernage n'a pas été d'un grand intérêt pour la couronne de France, parce que finalement, au lieu de rester au large des côtes habsbourgeoises pour essayer d'attaquer les impériaux comme l'avait espéré le roi François, Barberousse, je vous l'ai dit, n'a qu'une intention, rentrer au plus vite à Constantinople. Il y a tellement d'intrigues de cour et de palais là-bas que, évidemment, il n'a pas intérêt à se montrer trop dissipé ou à rester trop longtemps éloigné de la cour. Les Toulonnais vont donc retrouver leur ville. On les imagine qui reviennent à la fois heureux, hésitants, tristes pour certains, plutôt satisfaits parce que la ville n'a pas du tout été endommagée. On a très peu de dégâts à déplorer. La plus grande perte, ce sont les oliviers, bien sûr. Il faudra attendre des générations pour que Toulon puisse de nouveau fournir des olives en quantité. François Ier accordera un petit dédommagement, des exonérations d'impôts, mais on est tout à fait à la fin du règne là. Et 3 ans plus tard, c'est au tour de Henri II de régner. Et ce qui est incroyable, c'est que le roi Henri n'ait pas maintenu les exonérations décidées par François Ier. Donc, bref, disons les choses, les Toulonnais en ont été totalement de leur poche. Michel Verger-Franceschi écrit de nouveau « À Toulon, les Turcs partis ont pris possession du repère du chef, construction de bois décorée à la mode de Constantinople. Disparu en 1614, il abrita longtemps chaque printemps le souper des lanternes, un dîner aux chandelles offert aux notables par les consuls le jour anniversaire du départ des Ottomans. Autant dire que c'était devenu quasiment la fête locale. La mémoire de cette occupation turque à Toulon a été très, très longue et tenace pendant longtemps. On a parlé sur le port de ces mois où pendant près d'un hiver, on avait dû accueillir cette flotte turquesque, cet hiver où Toulon s'était totalement orientalisé. Vous écoutez Radio Classique.